Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie, cette semaine en compagnie de Marc Rousset. Bonjour monsieur. Bonjour. Marc Rousset est économiste, diplômé de HEC, des universités Columbia et Harvard. Il a dirigé plusieurs entreprises comme Aventis, Veolia, Rhône-Poulenc. Et Marc Rousset publie cet ouvrage, Notre faux ami l'Amérique, pour une alliance avec la Russie, avec une préface de Piotr Tolstoï, qui est le vice-président de la Douma, la chambre basse russe. Commençons tout de suite, Marc Rousset, si vous le voulez bien, avec l'entretien, l'interview qu'a accordé le président Poutine au journaliste américain Tucker Carlson. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien ? J'ai trois remarques à faire. La première, c'est l'hostilité, la mauvaise foi des médias, des technocrates de l'UE, qui pensaient même faire de Tucker Carlson un interdit de séjour en Europe. C'est scandaleux, on pense à la liberté d'expression en Europe. Oui, il a eu des difficultés pour parvenir jusqu'à Moscou. Il a été bloqué dans un aéroport européen. Voilà, où est la liberté d'expression? Deuxième point, pour montrer que je ne suis pas du tout un idolâtre pour Poutine et que je suis objectif, je suis un géopoliticien ouest-européen, c'est que je suis sceptique sur une seule chose, qui à mon avis c'est la seule chose. Tout ce qu'a dit Poutine est dans mon ouvrage, en 370 pages. Il n'y a qu'une chose où je suis un peu sceptique, enfin, que j'ai appris dans ce qu'a pu dire Poutine, c'est lorsqu'il nous a appris qu'il aurait retiré les troupes au nord de Kiev en mars 2022 parce qu'il avait été trompé dans les négociations, il était sur le point de signer la paix avec les Ukrainiens, il avait montré sa mauvaise foi qu'on lui avait demandé de retirer les troupes, c'est ce qu'il dit, et moi, jusqu'à présent, j'avais cru comprendre que c'était peut-être aussi pour d'autres raisons, parce que la tentative n'avait pas réussi, la CIA étant au courant de l'opération qui risquait de se produire, et parce qu'aussi les Ukrainiens ayant préparé la guerre depuis 2014, ils ont été suffisamment armés pour repousser les parachutistes russes dans un aérodrome qui était au nord de Kiev. Et la troisième chose, eh bien, chers amis, je pense, je me rappelle une interview sur CNews qui me rappelle de certains souvenirs. On m'a demandé si, en provenance de New York, si Poutine était fou ou pas, ou s'il était malade. Je pense que tous les téléspectateurs ont pu voir que Poutine, non seulement il n'est pas fou, mais que c'est un grand homme d'État, c'est un homme de pensée. Et que, pour moi, Poutine, contrairement à ce que les gens croient, et ne savent peut-être pas, c'est que ce n'est pas du tout un extrémiste style Prigogine, mais c'est un centriste en Russie. C'est un homme posé, qui ne veut pas la guerre pour la guerre, mais qui est aujourd'hui un homme agressé, hein, comme disait Montesquieu, celui qui est responsable d'une guerre, c'est pas celui qui la déclenche, c'est celui qui est à l'origine de la guerre. Or, la Russie est agressée par l'OTAN depuis la chute du mur de Berlin. Les choses sont très claires. Voilà. Donc, et je pense qu'on a bien vu aussi que Poutine, c'est un homme posé, équilibré, et qu'il n'est en aucune sorte un espèce de fou sanguinaire comme on aime nous le présenter. Voilà. Alors, on va évoquer les pages de votre ouvrage avec vous, Marc Rousset. Pour vous, l'avenir de l'Europe se résume ainsi: rester européen avec la Russie ou devenir américain en acceptant le protectorat de l'OTAN. Mais rester européen, n'est-ce pas trop tard? Il n'est jamais trop tard pour bien faire, cher ami. Il faut que les peuples se révoltent contre ce qui est en train de se passer. En Allemagne, il y a eu déjà des manifestations dit Army Raus, c'est-à-dire avec la fameuse base de Ramstein, comme vous savez, qui est la plus grande base militaire en Europe. J'espère qu'aux Européennes aussi, les peuples vont se révolter contre cette pensée unique, contre cette chape médiatique qui nous impose la Russie comme une menace qui n'existe pas. On en parlera après, si vous voulez. Voilà. Il faut refaire tout simplement ce qu'a fait De Gaulle. De Gaulle, à un certain moment, il a dit on quitte l'OTAN. Eh bien, il faut quitter l'OTAN. La France a quitté le Mali. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi l'Amérique devrait rester, ne devrait pas quitter l'Europe. Et je pense que, je le dis bien, l'Amérique doit s'occuper de ses oignons. US, go home. Les choses sont claires en ce qui me concerne. Mais dans le fait de pouvoir rester européen, quand on voit que l'Union européenne a gardé la langue anglaise comme langue de son fonctionnement, alors que l'Angleterre est partie de l'Union européenne. Mais c'est à cause de la trahison du président Macron.
comme vous le savez pertinemment. C'est un scandale. Quelle trahison? La trahison, c'est qu'on avait une occasion unique de réimposer, suite au Brexit, le français, et Macron, avec von der Leyen, a absolument fait en sorte que l'anglais devienne la langue de travail. Ouais. Ce qui est de la haute trahison pour moi, un moment qui était unique, qu'on a laissé passer. Je connais très bien Albert Salon, qui est un grand défenseur, un paladin de la langue française. Lui-même en est... Tous les spécialistes de la langue française sont outrés. Je ne suis pas le seul. Alors, vous rêvez dans votre ouvrage, Marc Rousset, d'une Europe qui irait de Brest à Vladivostok. Pourquoi dites-vous que cette Europe serait le cauchemar absolu des États-Unis, des anglo-saxons plus largement? Parce que ce que les gens... ça fait 30 ans que je suis sur ces problèmes. Si on fait cette Europe, cette grande Europe de Brest à Vladivostok, c'est le rêve pour les Européens. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la situation géographique des États-Unis qui, comme Mackinder l'explique, les États-Unis c'est une île avec le Pacifique d'un côté et l'Atlantique. Si nous on va jusqu'au Pacifique... Alors, Mackinder c'était un géographe britannique qui avait élaboré cette théorie du Heartland. Exactement, voilà. Et comme vous le savez, à ce moment-là, cette grande Europe, pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, ce qui est très pertinent, cette grande Europe, elle constitue le Heartland. Donc nous serions à la fois l'île dont on nous parle pour vanter la position stratégique des États-Unis avec l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, et en plus nous serions une grande puissance sur le Heartland. Et en plus nous aurions une prime, c'est-à-dire l'accès à l'Arctique. La Russie, avec ses brises nucléaires actuellement, est en train de maîtriser le passage par l'Arctique, qui raccourcit et sécurise davantage les circuits entre l'Asie et l'Europe. Donc cette Europe-là, en plus, elle aura un avantage. Comme certainement ça finira comme ça, ce serait la forteresse Europe. Les Européens, ils feront la forteresse Europe. Ils attendent que les États-Unis fassent le fortress USA, parce que les Européens sont incapables de prendre l'initiative en voyant un peu plus loin que le bout de leur nez, n'est-ce pas? Donc cette Europe, elle serait plus peuplée, elle serait même plus puissante que les États-Unis, avec 500 millions d'habitants, avec la Russie, qui, je vous rappelle, à elle seule a 20%, vous entendez, des richesses minières de la planète. Voilà. L'Angleterre et les États-Unis, c'est la puissance de la mer, donc elles ne veulent pas de cette Europe continentale. Les Anglais et les Américains appellent ça the peer competitor. Peer competitor, c'est le concurrent qui va vous égaliser, puis demain il peut vous écraser, n'est-ce pas? Il est certain qu'une Europe où vous avez la France, l'Allemagne et la Russie, les États-Unis, à terme, ils perdront dans la lutte. Mais voilà. Pourquoi pourquoi les Britanniques ont toujours été opposés à l'idée d'une puissance continentale? Ils font partie de l'Europe. Est-ce que c'est juste dû à leur insularité? Exactement. C'est l'histoire, c'est ce que je décris très bien dans mon ouvrage, c'est un des titres du chapitre, c'est la lutte de la puissance contre la mer, la reine Victoria, pourquoi est-ce qu'on a fait la guerre Crimée, les Français, on est allé aider pour rien d'ailleurs, parce que les Russes cherchaient à atteindre les détroits. Et si vous voulez, c'est la fameuse histoire de la lutte d'Athènes contre Sparte, n'est-ce pas? La guerre du Péloponnèse, qui a été très bien décrite dans différents ouvrages. Et donc, c'est Sparte qui a gagné, j'attire votre attention, dans la guerre. C'est pas Athènes, voilà. Alors, il est une idée qui ressort dans votre ouvrage, Marc Rousset, c'est que l'empire transatlantique apparaît chaque jour de plus en plus impossible. Qu'est-ce qui vous choque? Il me choque, c'est que c'est une évidence. Et d'ailleurs, je finis, c'est le dernier mot. C'est tellement important ce que vous êtes en train de dire, cher ami. C'est que c'est la dernière ligne, j'ai insisté là-dessus. C'est fondamental. C'est comme la palisse, mais sur le plan géopolitique. C'est que, comme par hasard, l'océan Atlantique, on va finir par découvrir ça un jour, sépare les États-Unis de l'Europe. Alors, c'est pas, les anglo-saxons en sont conscients, et c'est pour ça qu'ils parlent the pond. The pond, en anglais, ça veut dire la mare. N'est-ce pas? Mais c'est pas une mare au canard, l'océan Atlantique. Il a fallu des siècles avant que les Européens franchissent l'océan Atlantique, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'avait déjà découvert en 1937 Ortega y Gasset. Il disait, c'était un des précurseurs de cette idée, il disait, Ortega y Gasset, jamais l'Espagne et les pays hispanisants pourront constituer un ensemble commun. Pourquoi? Ils n'ont pas un destin commun, parce que l'océan les sépare.
Mais est-ce qu'il n'y a que cet aspect géographique qui vous trouble dans cet empire transatlantique? C'est fondamental. Expliquez-nous en quoi l'empire, enfin les États-Unis, ne peuvent plus cohabiter avec l'Europe. Et inversement, pourquoi l'Europe ne peut plus subir ce que les États-Unis lui font subir? On a un voisin qui s'appelle la Russie, qui est rempli de richesses minières. Pourquoi voulez-vous qu'on se rapproche des États-Unis? Bon, ce qui me choque aussi, par exemple, dans les États-Unis... Vous évoquez peut-être le cas Marc Rousset de Nord Stream. Voilà, Nord Stream, il y a un monsieur qui s'appelle Seymour Hersh, n'est-ce pas? Tout ça est très bien écrit dans mon ouvrage, hein, de A jusqu'à Z, et qui, et tout le monde le sait, que ce sont des plongeurs américains qui venaient d'une base... il a donné les noms, il a donné les dates, il a dit comment ça s'est passé. C'est évident que c'est les États-Unis. Comme vous expliquez que les charges auraient été posées en juin 2022 et elles ont explosé en septembre 2022. Voilà, je dis pas elles auraient été, je dis elles ont. Alors, parce que pour moi, c'est une certitude. Et donc, après, comme vous le savez, il y a eu un exercice naval de l'armée américaine, de l'US Navy, qui venait de Naples, d'ailleurs, d'une base de l'Italie. Et il y a un patrouilleur, un avion, qui a largué des bouées sonars en septembre 2022, comme vous le dites très justement, et ces bouées sonars ont déclenché le signal radio qui a fait exploser les charges qui avaient été déposées quelques mois avant par les plongeurs américains. Voilà. Et les plongeurs américains étaient sur un bateau norvégien. Tout ça a été dit, expliqué, noir sur blanc, par Seymour Hersh. Alors tout le monde sait en Europe que c'est l'Amérique qui a fait cela, et personne n'a le courage de le dire. Alors j'ai traduit... Il existe quand même encore beaucoup de monde, Marc Rousset, qui vous expliqueront que l'Europe ne pourra rien face à la Russie et à la Chine si elle laisse les États-Unis de côté. Qu'est-ce que vous répondriez à cette personne qui pense que les États-Unis, on n'est rien sans eux? Eh bien, qu'ils n'ont aucun sens géopolitique. Moi, j'expliquerai à cette personne... Mais quel exemple vous pourriez lui montrer? Je vais dire que nous, Européens, on doit s'appuyer sur un autre Européen, comme dit Tolstoï dans sa préface, dans le plus grand pays d'Europe, qui est la Russie. La Russie, pour moi, c'est un pays européen, n'est-ce pas? Et nous devons faire cette puissance européenne avec deux potentiels adversaires impérialistes possibles, qui sont les États-Unis et la Chine. Donc il n'est pas question de s'appuyer sur les États-Unis, parce que lorsqu'on quitte le gaz russe pour faire venir du GNL américain, c'est passer de la dépendance russe, soi-disant, pour trouver l'indépendance américaine. Or moi, je souhaiterais qu'on ait un véritable ami, parce que l'histoire, et c'est tout le titre de mon livre, a montré que les États-Unis, c'est pas un ami, mais un faux ami. Voilà. Alors, les États-Unis pratiquent l'extraterritorialité du droit et ils infligent des amendes exorbitantes à tous les pays qui iraient à l'encontre de cette extraterritorialité. Vous dites que l'Union européenne pourrait résister aux sanctions américaines. Comment elle pourrait s'y prendre? D'abord, il faut avoir la volonté. La seule chose qui manque à l'Europe, n'est-ce pas, c'est qu'elle a une mentalité de valet. C'est le sas de décompression vers l'américanisation. Donc, elle n'a pas la volonté. Tout ça est décrit dans mon livre. Vous avez Jacques Miard, et vous avez même Pascal Lamy, qui a pour une fois viré Kazakh et a décrit ça d'une façon très technique. Et je suis rentré dans les détails techniques dans mon ouvrage, n'est-ce pas, et qui explique ça de façon très bien. Et on a un exemple, c'est la Chine. La Chine, elle, a dit, elle a pris des mesures pour, si les États-Unis s'amusent à venir lui gratter le poil du menton ou prendre des mesures de ce style, il y aura des représailles immédiates. Alors les représailles, ça veut dire qu'il faut assumer, c'est-à-dire couper des marchés, passer des droits de douane exorbitants. Alors je vais vous donner un exemple qui est absolument scandaleux. Vous avez l'affaire Goldman Sachs. Lorsque la Grèce est rentrée dans la zone euro, n'est-ce pas? C'est une affaire qui est quand même pas rien, qui représente à peu près 150 milliards d'euros. De dommages pour l'Europe. Eh bien, l'Europe n'a pas bougé, n'a rien dit du tout. Comment voulez-vous, avec une mentalité pareille, comment voulez-vous, lorsqu'on vous déclare la guerre, lorsqu'on vous met des explosifs dans vos gazoducs et que vous n'avez même pas le courage de dire ce que tout le monde sait, comment voulez-vous que ces gens-là se battent contre des représailles américaines, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est une question de volonté, et c'est pour ça qu'il faut changer les équipes, il faut faire une révolution conservatrice, une révolution stratégique,
stratégique. En gros, c'est très simple dans l'Occident. Hein. Il faut faire tout l'inverse de ce que l'on fait actuellement. Pour tout, pour l'immigration, pour les valeurs, il faut tout changer et faire exactement le contraire de ce que nous faisons. Voilà. Alors vous évoquez, Marc Rousset, aussi le soft power américain, oui. Ce qu'on appelle la culture américaine, oui. Si tant est qu'il y en ait une. Pourquoi dites-vous que ce soft power est porteur de valeurs destructrices pour notre civilisation européenne? Eh bien, d'abord, vous avez vis-à-vis les dirigeants européens, avec les fameux young leaders, vous savez, Macron, bon, tout ça. Hollande est un young leader. Sarkozy a fait son stage de 3-4 mois, c'est pour ça qu'on l'appelait d'ailleurs Sarko l'américain. Comme par hasard, ces gens-là qui sont allés... moi, je suis passé par l'université américaine, mais j'ai pas pris le virus, mais je suis quand même un ancien Columbien et d'Harvard, mais j'ai jamais été un young leader pour autant, n'est-ce pas? Donc, ces gens-là, qui sont imprégnés, qui rentrent dès le départ, n'est-ce pas, dans l'esprit de dépendance, en adoration devant le dieu du dollar américain, eh bien, c'est eux qui prennent des décisions contre les intérêts européens. Vous avez un autre aspect dans le soft power, c'est l'utilisation par l'Amérique vis-à-vis des pays émergents des organisations USAID, etc., qui c'est reconnu publiquement, c'est cité dans mon ouvrage aussi, et qui dit pourquoi c'est aujourd'hui, et c'est dit publiquement, c'est ce qui est incroyable aux États-Unis, c'est que des fois on vous dit des vérités incroyables, et c'est écrit dans les journaux en plus, et qui remplissent des fonctions qui étaient remplies par la CIA quelques années auparavant. Voilà. Il y en a un qui a compris ça tout de suite, c'est Poutine. Il y avait l'USAID, pour pas la nommer, en Russie. Il l'a viré manu militari après les années 2000, quelques années après avoir pris le pouvoir. Vous avez un autre exemple de soft power. Eh bien, c'est les journaux américains, le Washington Post, le New York Times, qui mènent la danse, n'est-ce pas? Et puis vous avez tous les petits médias européens, etc., qui suivent. Alors, du moment que le dieu Washington Post et New York Times, alors voilà, donc ça y est, la parole est dite, on rentre en religion. Et enfin, un autre exemple, ce qui est scandaleux, ben, c'est le cinéma américain. Vous savez ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, où contre le plan Marshall, ils nous ont imposé de nous prendre 2/3 du marché français. Voilà. Donc ces valeurs américaines, destructrices, LGBT, cancel culture, pour parler des termes anglais que j'aborde, n'est-ce pas? Tout ça fait que, eh bien, et d'ailleurs, dès 1945, vous aviez des gens comme George Marchais, vous avez des gens, même avant-guerre, contre le cinéma américain, Edouard Herriot, par exemple, a vu le danger de tout ça, et cette culture américaine rentre, disons, par la voie du cinéma. Donc c'est tous ces moyens, disons, c'est Joseph Henday, hein, qui est l'inventeur du concept de soft power, c'est le complément de la puissance guerrière pour faire avaler la pilule de l'impérialisme des États-Unis. Alors vous évoquez le déclin des États-Unis, tant sur le plan national qu'à l'international. Oui. Quels sont les signes de ce déclin apparent ? Ils sont gros comme une maison. Si vous regardez, par exemple, les chiffres du produit national brut, grosso modo, en 1945, les États-Unis ont été là, l'optimum de leur puissance. Ils en ont bien profité, d'ailleurs, pour installer leur puissance. C'était à peu près 45, le chiffre exact, 50% à peu près du PIB mondial, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je crois que c'est en termes de parité de pouvoir d'achat, les chiffres qui sont les miens. Et de toute façon, c'est l'esprit qui compte, parce que les chiffres, finalement, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est être vraiment dans les bons chiffres. Pour moi, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu, grosso modo, ils représentent aujourd'hui, les États-Unis, c'est grosso modo 15% du PIB mondial. La Chine est déjà à 20%. Ce qu'a d'ailleurs dit Poutine dans son dans sa dernière déclaration, n'est-ce pas? Alors la première chose, c'est la puissance économique. Même si vous avez, je ne sais plus quel écrivain qui a fait remarquer que dans le PIB brut, vous avez beaucoup d'honoraires d'avocats. Hein. De même que nous, en France, les fonctionnaires font une trop grande partie du PIB, produit intérieur brut. Il faut le savoir. Plus vous embauchez les fonctionnaires, plus vous augmentez le produit intérieur brut. L'armée,
qui est en déclin. L'armée des États-Unis, ils n'arrivent plus. Elle reste tout de même la première puissance militaire. Non, dans les chiffres, dans les 800 milliards d'euros du budget militaire. Mais ce n'est plus la première puissance militaire. Comme puissance militaire aujourd'hui, s'il y a une guerre demain qui se déclenche, Russie, États-Unis, l'Amérique perdra la guerre. Vous parlez en nombre de têtes nucléaires. Je parle en puissance militaire. C'est tout le problème. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a fait la remarque, c'est que le PIB américain, justement, et je crois que c'est le général Delaware qui a fait cette remarque, il est concentré trop à ces fameuses 800 bases militaires dans le monde qui leur coûtent, m'excuse, la peau des fesses, pour parler un petit peu vulgairement, veuillez bien m'excuser. Et donc, alors que les Russes, eux, ils mettent ça dans des armes, ils ont moins de porte-avions aussi, mais c'est beaucoup plus astucieux. Ils ont 200 navires, 70 sous-marins, n'est-ce pas? Et puis on en parlera après, si vous voulez, des armes qu'ils ont. Un Kinzhal qui est capable de couper en deux le porte-avions Gerald Ford. Vous avez les valeurs décadentes. Vous ne faites jamais un grand pays avec des valeurs décadentes, LGBT, wokisme, tout ça, ça vous met une nation en l'air. Et puis vous avez les inconvénients d'une société multiethnique, n'est-ce pas? Lorsque vous avez une société qui est où l'ethnie blanche aujourd'hui est minoritaire en termes de nombre de naissances, bien, petit à petit, cette nation, au-delà de la religion, comme le signale Todd, je crois aussi que, je trouve qu'il il est peut-être un peu trop sociologue dans son approche. Mais pour toutes ces raisons-là, le déclin me paraît inévitable et il ne s'arrêtera pas. Alors Trump, il arrêtera peut-être, s'il prend le pouvoir, le déclin des États-Unis, ça je veux bien le croire, mais c'est inéluctable. C'est aussi une chose que l'intelligent Poutine a fait remarquer. Il y a des choses, on sent qu'il y a des événements inexorables. La Russie est un pays qui a un potentiel terrible. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle a un potentiel. Vous mettez tous les États-Unis dans la Sibérie, il faut le savoir. Les États-Unis rentrent dans la Sibérie seulement. Alors, l'Américain moyen imagine toujours que son pays représente le camp du bien. Oui. C'était la rhétorique du président George W. Bush quand il s'était lancé dans sa croisade en Afghanistan, en Irak. Qu'est-ce que vous répondriez à l'Américain moyen qui est encore dans ce registre-là du camp du bien ? Écoutez, on pourrait faire l'émission complète. Hein, j'ai écrit 2 chapitres sur le sujet, quelques petites idées comme ça. Bon, d'abord, ça commence très mal les États-Unis, parce que ça commence avec l'extermination des Indiens, n'est-ce pas? Ils étaient 5 millions à la fin du 19e siècle, il n'y en avait plus que 250 000. Bon. Comme vous savez, les Français avaient copiné avec les Indiens. Hein. En Australie, les Anglo-Saxons, c'est pareil, ils ont exterminé les aborigènes. Les Français, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas exterminé les indigènes. C'est un fait historique, c'est pas du chauvinisme. Alors, première remarque, ça a commencé très mal. Il y a des choses qui choquent ma conscience, je dis bien, ma conscience. Parce qu'il y a des exemples, il y en a des centaines, et mon livre, s'il y en a 100, il doit en présenter au moins 50. Ce qui m'a vraiment toujours choqué, c'est la sale guerre de 36 ans au Guatemala, n'est-ce pas? Où là, c'est vraiment le capitalisme américain avec United Fruit, n'est-ce pas, qui a renversé le président Jacob Arbenz, et vous avez quand même eu 200 000 morts avec les escadrons de la mort. C'était vraiment les barbouzes payées par la puissance d'argent pour s'opposer au brave peuple qui voulait son petit lopin de terre. Ça, c'était vraiment assez choquant, comme ça représentait vraiment le vilain côté du capitalisme. Vous avez une chose qui m'a aussi énormément toujours choqué, c'est l'histoire du mensonge des couveuses du Koweït, n'est-ce pas? Lorsque vous avez la fille de l'ambassadeur du Koweït, qui a le toupet de se présenter devant une commission du Sénat pour pleurer à grosses larmes, n'est-ce pas, sur ces méchants soldats irakiens qui s'en prenaient au bébé du Koweït, etc., qui a été la raison du déclenchement de la guerre et de l'intervention en Irak, pour justifier tout ça. C'était plutôt les armes de destruction massive. Non, c'était pour la première guerre du Golfe. Il y a eu 2 guerres du Golfe. Là, je parle de la première. Ouais. Hein. Et donc là, c'était l'intervention devant la commission du Sénat. Et pour finalement savoir que c'était une société de relations publiques qui avait préparé tout ça, et que c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, vous dites, où va-t-on? Vous avez Mike Pompeo, ancien directeur de la CIA. Nous avons volé, menti, triché. C'est lui qui dit ça. Alors, il a fait son mea culpa. Nord Stream, pour moi, c'est un culot monstre d'avoir le toupet d'aller, soi-disant, des alliés qui vont vous faire sauter vos gazoducs. Hein, alors qu'eux,
non, si vous dites la moindre chose sur l'Amérique, alors ça y est, c'est fini. C'est le droit de cuissage. C'est le droit de cuissage, il n'y a pas d'autre terme. Ils ont tous les droits vis-à-vis de l'Europe, avec les imbéciles qui nous gouvernent. Je dis bien, ce sont des imbéciles, des crétins, qui ont une mentalité de valet et qui se laissent faire le chancelier Scholz en premier pour ne pas le nommer, n'est-ce pas? Vous avez quand même le crime de guerre de l'humanitaire, ça c'est décrit dans mon ouvrage aussi, hein, ce que Hiroshima et Nagasaki auraient pu être évités. Et ça, MacArthur, Eisenhower l'ont écrit dans leurs livres. Il faut savoir, c'est un acte de guerre. Il y a les seules raisons géopolitiques qui justifier ça, c'était le désir d'affirmer la puissance et montrer les gros yeux à Staline. C'est pour ça que... Mais le Japon n'avait pas besoin de subir ce crime horrible. Vous savez ce qu'a dit le pilote de Higolet, hein, Enola Gay, ouais. Enola Gay, le nom du bombardier. Mon Dieu, qu'avons-nous fait, n'est-ce pas? C'est quand même un cri du cœur. Hein. Vous avez aussi, alors une chose qui me choque énormément et qui me rappelle Boutcha, parce que pour parler un peu de l'actualité, je crois qu'on n'aura pas le temps de parler de l'Ukraine aujourd'hui, mais sachez qu'il y a 2 chapitres sur l'Ukraine dans mon livre. Hein. Mais mon livre, sans l'Ukraine, aurait été le même, je tiens à le dire. C'est un livre géopolitique, c'est pas un livre de circonstances comme ça. Voilà. Vous avez la mise en scène de Rakak en Serbie, qui a justifié le bombardement de 78 jours avec de l'uranium appauvri, n'est-ce pas, contre la Serbie. Et c'est reconnu. Le monde a dit que c'était le plus grand mensonge monté diplomatique du siècle, n'est-ce pas? Comme vous savez, ils sont allés prendre des Kosovars morts au combat, dignement morts au combat. Ils ont dit, voilà, ils ont été abattus, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Boutcha. Voilà. Alors vous avez aussi l'histoire, la façon dont on a pendu Saddam Hussein, hein, c'est quand même assez scandaleux, le pauvre Saddam Hussein, qui avait été victime d'un assassinat. Il a été pendu pour ça, parce qu'effectivement, il y a eu 147 gars qui avaient été passés via très bas. Et n'oubliez jamais que les États-Unis, c'est 800 bases militaires dans le monde, 173 000 soldats dans 159 pays. Et Jimmy Carter a pu dire, en parlant des États-Unis, de son pays, nous sommes la nation la plus belliqueuse du monde. Alors, Jimmy Carter, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit ça en son temps. On va évoquer avec vous dans un instant l'expansion de l'OTAN. Marc Rousset, c'est après la pause, à tout de suite. On continue notre entretien avec notre invité Marc Rousset. Marc Rousset, vous dites que derrière l'expansion de l'OTAN, c'est l'affaiblissement de la Russie qui a toujours été recherché par les Américains. Mais alors pourquoi la Russie est-elle toujours dans le collimateur plus de 30 ans après la disparition du pacte de Varsovie ? Bien oui, dès la disparition, elle était dans le collimateur, puisque 9 ans après, c'était l'expansion de l'OTAN, et donc les Américains ne respectaient pas leur parole. Alors que la Russie, pendant les années 90, était au fond du trou. Oui. Donc, parce que c'est la poursuite, c'est le non-respect, c'est l'origine de la guerre en Ukraine, c'est le non-respect de la parole. Hein, Gorbatchev, c'est pas un naïf, il était sincère, et Poutine aussi voulait la paix. Il voulait la paix. Bon, oui, alors c'était cette promesse que vous disiez du secrétaire d'État américain James Baker qui avait dit à Gorbatchev, nous n'irons pas d'un pouce plus loin. Ouais, voilà, nous ne pousserons pas les frontières de l'OTAN jusqu'à votre territoire. L'Ukraine devra et en 1999, ça commence. Un État tampon. Voilà. Exactement. Alors c'est l'obsession victorienne, c'est la suite de la politique de l'Angleterre, de la puissance de la mer contre la puissance de la terre. Et d'ailleurs, en 1997, dans ce grand livre que je cite évidemment, qui est Le Grand Échiquier, eh bien, Zbigniew Brzezinski, le dit noir sur blanc, que le désir des États-Unis, c'était ce qu'il fallait faire, c'était le Conseil. Eh bien, il fallait d'abord les républiques du Caucase, il fallait essayer de les rendre indépendantes. Ils ont tout fait d'ailleurs pour qu'elles quittent la Russie. Ils ont la CIA. Bon, l'Ukraine évidemment, ça doit être un État indépendant. Et puis le rêve de Brzezinski, c'était le reste de la Russie divisé en 3. C'est ça le rêve. Et c'est pour ça que la guerre d'Ukraine a été déclenchée. C'est le but ultime. La guerre en Ukraine, c'est la suite. Et c'est là où les États-Unis se sont plantés complètement. Mais c'était leur but qui a échoué. Voilà.
Donc c'est la seule raison pour laquelle vous avez 500 000 personnes qui ne meurent actuellement non pas pour l'Ukraine, mais pour les beaux yeux des États-Unis. Et ça, pour moi, ça me touche moralement très profondément, je tiens à le dire. Vous dites que la France devrait se retirer totalement de l'OTAN. On est depuis Nicolas Sarkozy, on a réintégré le commandement dit intégré de l'OTAN. Vous dites qu'il faudrait toujours totalement en sortir au profit d'une défense européenne non intégrée des nations. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire ce que dit l'ancien général des armées là, qui a quitté, qui dit l'armée européenne, il n'y a pas de peuple européen, il y a une civilisation européenne, donc une armée européenne intégrée, ça ne marchera jamais, n'est-ce pas? On ne va pas mourir pour l'hymne européen en tant que tel. Donc ce qu'il faut faire, il faut être réaliste, c'est ce que vous diront tous les chefs d'état-major responsables de toute l'Europe. Ce qui est important, il nous faut des armées indépendantes avec des gens qui sont prêts à mourir pour leur pays et non pas pour l'Europe, et faire collaborer ces gens-là, parce que donc il faut garder notre vitalité, notre dynamisme européen, mais toujours avoir l'idée en contrepartie de collaborer pour ne pas connaître le sort des États grecs vis-à-vis de la Rome antique. Puisque pour certaines personnes, l'idée d'une défense européenne, ça signifierait qu'on partagerait la puissance atomique avec le reste des États membres et notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec les autres États membres. Il ne s'agit pas de ça, selon vous? Bien sûr que non, on ne peut pas être 50 appuyés sur un bouton nucléaire, n'est-ce pas? Donc il n'y en a qu'un seul qui doit appuyer sur le bouton. On a la chance on peut utiliser, dire que nous porterons garant si on le veut, mais c'est nous qui déciderons, in fine, compte tenu aussi peut-être de l'accueil que nous recevrons lorsqu'on veut vendre nos rafales. Et même chose pour les industries de défense. Les armées doivent coopérer, mais les industries de défense, mais lorsque vous voyez les États-Unis qui achètent des F-35 et qui ne veulent surtout pas acheter des rafales, parce qu'il y a une jalousie de l'Allemagne. Moi, j'étais un grand défendeur du rapprochement avec l'Allemagne, mais actuellement, ça ne peut pas marcher avec les gens qui sont au pouvoir en Allemagne. Avec l'AfD, il y a des raisons d'espérer, parce que vous lisez les déclarations de gens de l'AfD, ils sont très pro-européens, anti-américains et pro-russes. Voilà. Alors donc il faut faire travailler pour les chars, pour les navires. De l'Allemagne, vous évoquez la soumission de Berlin à Washington. On a déjà parlé du silence du gouvernement allemand autour de Nord Stream. Quels sont les meilleurs exemples à vos yeux pour illustrer cette soumission de Berlin à Washington? Il y en a deux. Alors c'est Nord Stream numéro 1, là, avec le bouquet de fleurs. Et puis un petit peu de musique pour que les gens aient quand même le temps de réaliser. Et la deuxième chose, c'est quand même l'acte d'achat qui a eu lieu en mars 2022 de F-35 par la Bundeswehr au lieu de Rafale français, n'est-ce pas? On l'a vu aussi tout récemment, ça c'est moins important, mais moins symbolique, mais le dernier programme du programme radar dont a parlé Scholz à Budapest, je crois. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors on va avoir des radars, il veut lâcher à moyen terme des HIMARS pour les radars moyenne portée, des Israéliens à longue portée, et puis à court terme quand même, parce que ce sont des Allemands, on va mettre des radars allemands. Voilà. Donc l'Allemagne actuelle est très décevante, et c'est quand même celui qui a écrit La Nouvelle Europe de Charlemagne, avec Alain Perfit, qui vous dit ça. C'est pour dire que je suis un homme objectif, je ne suis pas pro-russe, pro-allemand. Moi, j'ai défendu le rapprochement franco-allemand, et je le souhaite encore de tout mon cœur. Je ne suis pas du tout vendu à personne. Je défends la France et l'intérêt de la France et de la civilisation européenne. Les choses sont très claires. Et je suis poussé par des motivations géopolitiques essentiellement. Je n'ai aucun intérêt, ni en Allemagne, ni en Russie, ni ailleurs. Ni politique, ni financier. Voilà. Alors, dans le cadre de la montée en puissance des pays des BRICS, vous abordez la dédollarisation. Quels sont les signes du déclin du dollar aujourd'hui dans le monde? Deux choses. Un, le dollar, comme vous le savez, il y a une façon de distinguer le problème de la monnaie. C'est la monnaie de commercialisation, c'est-à-dire la monnaie qui est utilisée dans les échanges, lorsque vous vendez du beurre, des cacahuètes ou des navires, peu importe. Eh bien, quelle est l'unité de la monnaie de facturation que vous utilisez? Eh bien, la monnaie actuellement, le dollar, c'est 40%.
des facturations dans le monde entier. Et alors, en tant que monnaie de réserve aussi, là je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport aux actifs et tout, mais le dollar est en nette diminution, progressive mais irrésistible. Et vous avez un petit bonhomme qui est en train d'apparaître dans les actifs. Aujourd'hui, ça constitue déjà 15% des actifs dans les banques centrales, c'est l'or, n'est-ce pas? Et qui, alors on en parlera après si vous voulez, bon, avec le problème de l'endettement des États-Unis. On va y revenir juste après à l'or, mais voilà. Cette dédollarisation, elle laisse place à quelle monnaie? Quelle montée monte en puissance contre le dollar? À très long terme, ce sera le yuan. Dans les médias, non, parce que la monnaie n'est pas convertible. L'Arabie Saoudite paye déjà en yuan. Les États-Unis, les commandes. La Russie aussi, 30% de ses facturations sont déjà en yuan. La Russie, parce que le rouble, c'est très gentil, mais le rouble. La Chine paye en yuan ses commandes de pétrole à l'Arabie Saoudite. C'est ce que je veux dire. Et la Russie facture en yuan lorsqu'elle vend. Voilà. Comme vous savez, disait De Gaulle, hein, avec les siècles, on verra la différence des billets par rapport à l'or, n'est-ce pas? L'or, c'est le seul étalon universel. Et ce qui va arriver immanquablement, c'est ce qu'il faudra faire, à mon sens, c'est comme l'œuvre de Christophe Colomb, c'est augmenter la valeur de l'or pour avoir des liquidités internationales suffisantes. Et toute monnaie qui voudra jouer le rôle de l'or, ce qui a été le problème du Gold Exchange Standard en 1971 par rapport au Gold Standard en 1945, lorsqu'à l'époque, jusqu'en 1970, en Amérique, ce qu'a fait De Gaulle, si vous aviez des dollars, on pouvait les changer contre de l'or. Bon, à partir de 1971, c'est plus possible, n'est-ce pas? Eh bien, il faudra que la monnaie, pour prétendre à être monnaie de réserve, doit être convertible en or. Et pour qu'il y ait suffisamment de liquidités, eh bien, il faudra que l'or, à mon avis, immanquablement augmente. Je vous rappelle qu'en 71, l'or valait 35 $ l'once. Aujourd'hui, on est à 2100 $, non, un peu plus de 2000 $ l'once, n'est-ce pas? Et il peut très bien monter. On n'est pas devin, mais il peut monter 3000, 5000, jusqu'à 10 000 $ l'once, l'or. Voyez-vous? Voilà, c'est ça le problème. Et la Chine aussi, ça c'est peu connu, a 30 000 tonnes d'or, alors que les États-Unis n'ont que 8 000 tonnes d'or. Officiellement, la Chine a 2 000 et quelques tonnes d'or, mais il y en a planqué dans tous les coins, dans l'armée, etc. Et c'est très sérieux, hein, j'ai lu beaucoup de revues spécialisées à ce sujet. On peut estimer aujourd'hui que les réserves d'or réelles de la Chine sont de 30 000 tonnes, alors que les États-Unis sont à 8 000 tonnes. Alors, vous faites aussi de longs passages sur le libre-échange qui, dites-vous, était présenté pendant 70 ans comme le nec plus ultra de la modernité. Le 21 avril 2017, le FMI a officiellement appelé à passer de l'ère du libre-échange, le free trade, à l'ère du commerce international équilibré, le fair trade. Oui. Alors, comment vous expliquez ce retournement du FMI? Alors là, c'est très simple. J'ai fait une analyse, je ne sais pas si beaucoup de gens ont fait cette analyse, je dis ça avec humilité. C'est que, d'abord, ça avait très bien commencé en 1948 avec la charte de la Havane, qui partait sur le fameux fair trade. Voilà. Et puis en 1950, patatras, vous avez les États-Unis qui disent, nous, c'est moi l'Amérique qui donne le là, c'est le titre de mon chapitre d'ailleurs. Et donc de 1950 à 1970, nous avons connu les joies du GATT, le General Agreement on Tariff and Trade, comme disent. Donc ça, c'était le libre-échange total. Voilà. Mais alors, il a duré beaucoup longtemps, mais c'est la période où les Américains ont vraiment bénéficié, alors ça c'est aussi démontré dans mon ouvrage, ont tiré profit du libre-échange. Et l'Amérique n'a pas pris conscience après qu'à partir de 70, déjà la Chine commençait à monter en puissance, c'est le temps d'ailleurs où à l'époque j'allais moi-même en Chine, et n'a pas vu le truc. Et alors ce qui fait qu'en 1990, lorsque le mur de Berlin est tombé, et elle a engagé ce que Costanzo Preve appelle la 4e guerre mondiale, c'est-à-dire, on dit, pour avoir la peau des régimes autoritaires, c'est-à-dire la Chine et la Russie, on va leur jeter le virus de la démocratie libérale, avec ça ils vont s'écrouler. Alors pour que la démocratie libérale rentre dans ces pays, eh bien nous allons jouer le côté du libre-échange international. Oui, on va faire rentrer la Chine dans l'OMC en 2001. Oui, ce qui a été le cas en 2001 d'ailleurs, voilà. Mais voilà. Alors comme ça aussi, comme par hasard, c'était dans le bénéfice des sociétés multinationales, parce que elles trouvaient, vous connaissez le principe multinational, n'est-ce pas? Vous faites fabriquer dans un pays émergent, vous vendez dans les pays industrialisés, et les bénéfices, vous allez les planquer dans les trucs offshore. Voilà. Donc la 4e guerre mondiale, c'est le terme
qu'utilisait le grand philosophe italien Costantino Prende, ça a été un échec. Cette guerre a été perdue. C'est encore une guerre de plus, parmi tant d'autres, comme toutes les guerres que mènent les États-Unis, malheureusement, ça a été perdu. Et on peut dire qu'il y a eu un retour de manivelle. Comme vous venez de le souligner très justement, c'est le 21 avril 2017, avec la déclaration officielle du FMI, mais qui était en fait la déclaration de Trump. Parce que c'est Trump, comme vous le savez, qui est les États-unis qui mènent les manettes dans le FMI. Qui a rénové la politique protectionniste. Et là, c'est le bouquet final, c'est qu'on en arrive, si vous voulez, le 21 avril 2017, on revient au fair trade de 1948, de la charte de la Havane du fair trade. On a bouclé la boucle, parce que maintenant, c'est l'intérêt des États-Unis à être protectionniste. Et c'est ce que je décris. Je m'excuse. Ils ont raison, alors, de ce point de vue-là, de défendre leurs intérêts. Ah oui, mais le problème, c'est qu'ils arrivent après la bataille, parce que pendant toute cette période, les États-Unis... la Chine s'est développée. Et l'Europe et les États-Unis sont désindustrialisés. Alors, les États-Unis, que l'Europe se désindustrialise, ils s'en foutent comme de l'an 40, mais lorsque eux sont désindustrialisés, des types comme Trump... Mais comment vous expliquez qu'ils aient 30 ans de retard, les États-Unis, justement, sur le fait de faire revenir le protectionnisme sur le devant de la scène? Parce que les États-Unis, vous l'expliquez bien dans votre livre aussi, se sont développés de la fin du 19e siècle jusqu'en 1940 grâce à des politiques protectionnistes. Alors, la réponse est très claire, parce que nous sommes dans un régime qui n'est pas le régime, vous savez, dans les trucs européens, où vous n'avez pas la primauté du pouvoir politique, avec des gens intelligents, sur les puissances d'argent. Parce que c'était l'intérêt des puissances multinationales. Et je pense qu'à terme, d'ailleurs, le monde va évoluer et doit évoluer vers des sociétés internationales et non plus avec fabrication dans chaque pays et non plus vers des multinationales. Comme vous le savez, le rêve j'ai fait partie de ce monde-là pendant 30 ans, hein, je suis bien placé. Qu'est-ce qui intéresse un PDG d'une boîte multinationale? C'est les stock options et ne pas se faire virer au conseil d'administration et s'en foutre plein les poches. Vous voyez, la façon dont on a vendu Alstom, vous avez vu comment ça s'est passé, n'est-ce pas? Voilà. Alors, après avoir parlé, comme vous dites, de notre faux ami l'Amérique, parlons de la Russie, de cette alliance. Vous voyez dans le président Poutine, vous le disiez tout à l'heure, un grand homme d'État, le sauveur de la Russie, et vous le présentez carrément comme le nouveau De Gaulle russe. Oui. Alors, quelle est la similitude entre les deux hommes? Écoutez, les similitudes. Je pense que peut-être 80%, je pèse mes mots, de l'humanité qui aurait été dans la situation de Poutine lorsqu'il a succédé à Eltsine, surtout dans une ambiance russe. Normalement, il était programmé pour être un nouvel oligarque et s'en foutre plein les poches. Eh bien non, Poutine... Il a mis les oligarques au pas. Oui, mais parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle, les Russes appellent les siloviki. Les siloviki, c'est des gens, en fait, c'est le pouvoir alors, du KGB, le pouvoir des gens un peu comme Primakov, c'est des gens qui font passer justement l'intérêt national, un peu comme De Gaulle, si vous voulez, disait la corbeille, ça passe après les intérêts de la France. Et bien, ces gens-là, ils sont des gaullistes qui n'en portent pas le nom. Voilà. Surtout que Poutine, ce que les gens ne savent pas, il est excessivement cultivé. Hein, c'est pas du tout. Il a fait du sambo, il a fait du... c'est un sport de combat, le sambo. Oui, c'est ça. Mais il a lu énormément aussi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça. C'est des gens qui ont fait passer le bien commun avant les intérêts. Et comme vous le savez, le moment fondamental, ça a eu lieu très tôt après la prise de Poutine. Le moment décisif, ça a été l'arrestation en Sibérie du Khodorkovsky. Khodorkovsky, oui, c'est ça. Qui était, lui, il voulait vendre le pétrole à la Exxon, etc. Et Poutine, il est pas allé par quatre chemins, et il a eu raison, parce que c'est un homme d'État. Il a fait arrêter l'ami. Bon, il est toujours en vie maintenant. Il dit des choses évidemment déplaisantes au sujet de Poutine. Mais qu'est-ce que c'était ce gars-là? C'était un voleur qui a profité des nationalisations et qui ne rêvait que d'une Russie américaine. Voilà. Et vous dites en substance que la Russie de Poutine reprend le combat de De Gaulle contre le dollar et son impérialisme. Oui, alors c'est ça. Alors donc Poutine, il a mis en place les valeurs traditionnelles. Hein, il fait tout le contraire de ce que l'on fait. Et c'est pour ça qu'il y a cette haine contre la Russie. Parce que la Russie de Poutine, c'est l'anti-modèle de ce que nous sommes. Ouais. Et voilà. Et Poutine, donc je dis bien, et je pèse mes mots, c'est le Charles de Gaulle russe, mais avec une différence, c'est qu'il a une nation qui est encore plus puissante potentiellement que la France, n'est-ce pas? Parce qu'il a quand même, il a un continent à lui tout seul derrière lui, qui s'appelle la Russie, et puis il a 150 millions d'habitants, alors que de Gaulle, à l'époque, il en avait 60 millions. Voilà. C'est ça la grande différence. Et
Et Poutine, en plus, sur le plan externe, il a décidé aussi de s'en prendre à l'impérialisme américain parce qu'il a réalisé que l'Amérique voulait la peau de la Russie. Et il n'a pas commis l'erreur qu'a commise la France en 1936. C'est ça aussi que les Français, il faudrait qu'ils sachent. La plus grande erreur historique, c'est en 1936, on n'est pas rentré en Rhénanie, n'est-ce pas? On aurait dû déclencher la guerre contre Hitler et lui régler son compte, et c'était terminé. On ne l'a pas fait, ça a été une erreur gigantesque. On a eu 10 millions de morts, les camps de concentration, tout ça. Alors on peut hurler au nazisme, mais à l'époque, il aurait fallu preuve de courage. Poutine, lui, il a vu le problème en Ukraine. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire, sur cette chaîne, une semaine avant l'intervention, je pense que j'étais un des seuls ou des rares géopoliticiens à dire, une semaine avant l'intervention militaire, une semaine avant, vous pouvez vérifier sur votre chaîne, que si Poutine n'avait pas le courage militaire d'intervenir militairement en Ukraine, s'il n'avait pas le courage, pour moi, ce ne serait plus un grand homme d'État. Donc j'affiche les couleurs publiquement, et ça montre que je ne suis pas un homme de circonstance, mais que je pense géopolitiquement, d'une façon désintéressée, dans l'intérêt de la France, je tiens à le dire, et non pas de la Russie, qui pour moi passe après celui de la France. Vous expliquez aussi, Marc Rousset, que Vladimir Poutine a mis 20 ans à reconstruire son armée. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux de l'armée russe aujourd'hui ? Très, très rapidement. Et je vais vous dire une chose qui me choque, et ça choquera certaines oreilles, mais je le fais à dessein parce que c'est une vérité que je tiens, je m'excuse à dire très fortement d'une façon publique. Vous savez, l'armée de Poutine, l'Occident, il est très gentil, mais il passait son temps à se moquer de l'armée russe, n'est-ce pas? L'armée en haillons, comme on disait, on pouvait dire dans oui, avec les missiles tout rouillés. Ouais. Oui, c'est ça, voilà. Cette pauvre armée qui, d'ailleurs, s'est payée la guerre en Tchétchénie. Hein. Bon, s'il n'y avait pas eu Poutine derrière, la Russie prenait encore la raclée, avec l'aide de la CIA. Bon. Eh bien, le problème, vous voyez, moi qui est très important, c'est ça qu'il faut dire aux Français, c'est que j'estime, et ça peut-être vous choquer d'employer cette expression, mais c'est que le peuple, pas le peuple de France, mais la hiérarchie qui gère actuellement une grande partie de l'élite, prend nos militaires pour des cons. Je dis bien pour des cons, n'est-ce pas? Ces gens sont sous-payés, voilà, et ils travaillent ils ont une vie impossible, ils engagent leur vie. Voilà. Poutine, qu'est-ce qu'il fait, lui? Est-ce que vous savez que le salaire moyen d'un soldat russe, c'est 5 fois le salaire moyen de la Russie? C'est-à-dire qu'un soldat russe, il est honoré. Il est respecté, on ne le prend pas pour un con, voyez-vous, c'est ça qu'il faut que la différence de civilisation, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Alors vous avez, donc c'est important, vous avez une armée qui a quand même aujourd'hui 12 000 chars à peu près, il y en a 5 000 qui tournent, et puis en tenant compte de ceux de l'Union soviétique, n'est-ce pas? Vous avez une aviation puissante avec l'avion Su-35 qui est très proche du Rafale, alors que le F-35 qui coûte une fortune, c'est un échec sur le plan, c'est pas Boeing, mais ça sent Boeing, ça pue Boeing à plein nez, hein, voilà. Vous avez une marine russe qui est assez puissante, avec 200 navires et 70 sous-marins. Alors la Russie aussi n'a pas suivi le modèle américain. Vous avez Koutsonov, hein, c'est le nom du porte-avions américain, du porte-avions russe, qui est un grand stratège. Et eux, à mon avis, la marine russe, aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui, et aussi menaçante. Alors j'attire votre attention que cette marine et ces armes russes, elles ont de quoi faire trembler le monde. Hein. Est-ce que vous savez qu'un missile nucléaire Satan II, à lui tout seul, est capable de rayer la France, un seul Satan II qui tombe, disons, sur Paris ou dans le Massif central, il n'y a plus de France. C'est quand même assez angoissant, n'est-ce pas? Un missile nucléaire Kinzhal qui avance à 10 fois plus la vitesse du son, rien que par rapport à ce qu'on appelle la mathématique, le fameux 1,5 de MV2, hein, c'est-à-dire sans charge explosive, uniquement la conjonction de la vitesse au carré de la vitesse et de la masse, le fameux MV2, est capable de vous couper le porte-avions US Gerald Ford en deux. Tenez-vous bien. Bon. Les missiles navals Zircon, qui sont 10 fois les Tomahawk américains, qui sont beaucoup plus anciens, sont 10 fois plus longs qu'un missile Zircon. Et dernière chose, la Vanguard, qui est capable de passer dans l'espace, et puis la fameuse torpille nucléaire, qui est capable, la fameuse Poséidon, qui est capable de déclencher des tsunamis, et de passer par-dessus l'Angleterre, avec des vagues de plus de 500 mètres de haut. Voilà ce que la Russie est capable de faire aujourd'hui. Alors, on constate que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine accélère
la construction des liens que sont en train de faire la Russie et la Chine. Et pourtant, vous expliquez bien, Marc Rousset, dans votre ouvrage, que ce sont de faux alliés, la Russie et la Chine, de faux amis. Expliquez-nous ça, pourquoi? Oui, donc Poutine, hein, c'est clair, il n'a aucune volonté d'envahir l'Europe, hein, il n'a pas les moyens géographiques, il cherche simplement à rassembler le peuple russe. Et lorsque j'ai dit que ce sont des faux amis, ben c'est tout simplement parce que et donc c'est une menace imaginaire pour l'Europe, je tiens à le dire. Parce que c'est nous, les Européens, qui avons jeté la Russie dans les bras de la Chine, n'est-ce pas? Ce sont des alliés de circonstance, puisque lui, Poutine, c'est un homme de Saint-Pétersbourg. Il a tout fait comme Gorbatchev pour se rapprocher de l'Europe. Et nous, au lieu, il est même passé du dollar à l'euro. Et puis pour le remercier, on est allé geler les euros qu'il est allé mettre chez nous, voyez-vous. Donc pour toutes ces raisons-là, Poutine, donc il s'est rapproché de la Chine et il a des menaces face à la Chine, face à l'Asie centrale, etc. Et contrairement à ce que les gens pensent, c'est ce qu'avait dit l'amiral Castex en 1955 dans un article remarquable de la revue Défense nationale, c'est qu'il a écrit un article qui a fait fureur aux États-Unis, c'est la Russie bouclier à l'est même de l'Occident, de l'Europe, par rapport à la Chine et à tous les autres dangers qui nous menacent, n'est-ce pas? Alors justement, à propos de dangers, vous voyez la Russie comme un rempart contre la Chine. Pourquoi? Ça serait quoi la menace chinoise pour l'Europe? Ah ben alors c'est un des thèmes très importants que j'ai déguisé dans l'enveloppe et ça c'est dans ma conclusion que ça apparaît, c'est que je pense que le défi du monde européen, je dis bien du défi du monde européen, ça sera de garder le contrôle de la Sibérie. Aujourd'hui la Sibérie est sous contrôle russe et nous Européens on doit se considérer comme l'interland de la Russie, non pas pour... Vous voyez ce que je veux dire, les Russes, mais pour les aider, au contraire, démographiquement, techniquement, militairement, à défendre ces grandes parties asiatiques. Vladivostok, c'est l'Europe en Asie. Et si on veut avoir un avenir européen, si demain les Chinois sont en l'Oural, c'est une catastrophe civilisationnelle pour l'Europe, semblable à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. Et si le monde de l'Asie centrale arrive à Stavropol, qui était le point de départ de la colonisation russe lorsqu'ils ont pris l'Asie centrale et le Caucase, eh bien ce serait une catastrophe civilisationnelle tout aussi importante. Donc il faut que les Européens se rendent compte que la Russie nous protège à l'Est. C'est notre bouclier à l'Est. Alors pour conclure, Marc Rousset, cet entretien qui arrive déjà à sa fin, oui. Quel serait donc à vos yeux l'intérêt pour une Europe des nations d'ancrer la Russie dans une grande Europe ? Oui, c'est d'abord l'apport des matières premières. Comme je l'ai dit, la Russie, c'est 20% des richesses minières dans le monde. Vous avez le problème du gaz. On ne peut pas se passer du gaz russe si on veut avoir une industrie compétitive. Le GNL, il coûte 4 fois plus cher américain. Pourquoi? Parce qu'on le liquéfie, on le gazifie, on le transporte, on pollue l'Atlantique. Bref, là, tout ça est expliqué dans mon ouvrage. Vous avez le nucléaire. La Russie, pas par l'uranium, est un quasi-monopole de l'uranium en Russie. Il n'y a que la France et puis une autre société. Mais nous-mêmes, les Français, nous achetons un tiers, même avec les sanctions actuellement, nous importons un tiers de notre uranium en Russie. Les Russes, l'uranium naturel que nous achetons au Kazakhstan et à l'Ouzbékistan passe avec l'accord de Rosatom par Saint-Pétersbourg et est livré par les bateaux russes en France. D'ailleurs, actuellement, il n'y a pas de menace sur la Russie. Vous avez l'espace, Soyouz. Et est-ce que vous savez que c'est grâce à Brejnev qui nous a livré le diméthylhydrazone, n'est-ce pas, cette fameuse molécule miracle, qu'on a pu faire décoller Ariane 6, n'est-ce pas? Voilà. Et sans les Soyouz, il n'y aurait pas eu le Galiléo. Voilà. Vous avez le projet ITER russe. La Russie est au centre du projet de fusion nucléaire. La Russie aussi nous apporte la voie arctique, ces voies navigables. La Russie, c'est l'ouverture vers le Pacifique. Vladivostok, c'est le nouveau Hong Kong du 21e siècle. Voilà. Et actuellement, la Russie est en train d'ouvrir une route vers la Caspienne, la route vers l'Inde, n'est-ce pas, où ça transite par bateau sur la Caspienne, ça arrive jusqu'à Téhéran et ça va vers la Chine.
ça dure la moitié du temps de moins qu'en passant par le canal de Suez. Voilà tout ce que peut nous apporter la Russie. Et il faudrait qu'on soit vraiment bien bête en ayant un voisin à côté de chez nous qui veut être notre ami. N'oubliez jamais ce qu'a dit ces mots de Gorbatchev à Madame Thatcher. Madame, ce que nous souhaitons, c'est une maison commune. Et nous ne souhaitons pas que l'Europe devienne un théâtre d'opérations militaires. Mais vous savez que, vu l'attitude des dirigeants de l'Union européenne, Marc Rousset, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine, lui, ait vraiment toujours l'intention d'un avenir de la Russie avec l'Europe? Mais j'en suis intimement persuadé. Je serais même à mettre ma tête sur comment on dit, sur le bio. Je dis bien, j'ai une empathie pour cet homme. Alors, ça va me reprocher. Hein. Je l'ai jamais rencontré. Il m'a jamais écrit, je tiens à vous rassurer, mais pour moi, c'est un homme qui est génial, qui a des nerfs d'acier meilleurs que les miens. il a toutes les qualités. C'est un De Gaulle russe, avec sa culture russe, et fier d'être russe, comme De Gaulle était fier d'être français. Voilà. C'est la fin déjà de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Marc Rousset. Merci, cher ami, de m'avoir reçu.